Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à lundi 10 août 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukaila Halidou du SNASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Maïkoula Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 146e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Attaque terroriste meurtrière hier dimanche à Kouré, c'est à une soixantaine de kilomètres de Niamey. 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français ont été froidement abattus par des hommes armés avant de disparaître dans la nature. Une attaque à une soixantaine de kilomètres de Niamey, dis-je, qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile, nous, Mahmoud Arzaka. À partir des images qu'on a vues, mais on voit bien qu'ils ont été atteints et pendant de longs moments, personne n'est venu à leur secours. Parce qu'on a vu à travers les images qu'on a vues, c'est ça. Donc ça veut dire que les gens n'étaient pas au courant. C'est quand même une bourse. C'est pas évident qu'il y a un dispositif qu'on a mis qui peut être à mesure dans la bourse comme ça, là, ça même si c'est à côté de Niamey, il n'est pas évident que les gens soient... Nous, on n'a pas un système de radar qui surveille globalement le pays pour savoir comment les... Mais c'est eux qui ont le système, c'est eux qui ont le mécanisme, ceux qui sont venus pour dire qu'ils sont là pour nous aider. Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir? Justement, ça aussi, c'est des questions sur lesquelles nous devons tabler. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont arrivés chez nous et juste là, à la première semaine, on peut dire, de l'ouverture des frontières. Et maintenant, ça arrive. Donc ça peut encore déteindre négativement sur notre activité touristique, notre activité dans ce domaine, où les gens vont se mettre à s'inquiéter et puis à vouloir être dans la position de s'interroger. Donc voilà des questions qu'on se pose en considérant que c'est un signal qui doit nous amener encore à nous ressaisir en tant que pays, en tant que citoyens et à travers nos forces de défense et de sécurité, que nous puissions être dans la position de renforcer la capacité en moyens de nos forces de défense et de sécurité pour assurer la véritable surveillance du territoire, assurer par nous-mêmes au lieu de continuer à compter sur des gens, parce qu'actuellement, là c'est quoi? Maintenant c'est arrivé, évidemment, on va considérer que c'est des étrangers qui sont atteints, mais ils sont atteints chez nous. Nous, Mamadou Arzakake, vous retrouverez plus en détail en partie magazine de ce journal-là. Les habitants de Goudel, précisément donc les riverains de l'école télévision, crient au secours. Leur état de santé menacé du fait des ordures ménagères et des eaux stagnantes, source de la multiplication des moustiques. Conséquence de cette situation, le risque du paludisme qui s'accroît, notamment en cette période de pluie. Reportage à Asma Oseidou et Sadou Doumi. Nous sommes ici au quartier Goudel, situé dans le premier arrondissement, précisément à côté de l'école télévision. Ici, les riverains sont confrontés à un sérieux problème d'insalubrité dû au manque de dépotoirs, exposant du coup les habitants à des multiples maladies, surtout en cette période de saison pluvieuse. On fait face à beaucoup de problèmes. Parce que le Bali, actuellement, tous les enfants sont couchés dans la maison. Ils sont malades. C'est à cause de ces eaux stagnantes qui coulent partout. Disons nous-mêmes, la population. C'est ça. Et puis la mairie aussi, je peux dire, si je peux. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Parce que s'il y a les poubelles, les boîtes, les choses qu'on dépose ici, j'espère que les gens ne vont pas verser ça à terre, sincèrement dit. La base est sur nous tous. Nous, les pères de famille, nous, les chefs de village, nous, les chefs de canton, les gouverneurs, jusqu'en haut. Ça a été sur nous tous. Mais ce que nous avons de prendre, il faut que nous donnions un peu de choses pour les femmes, de le conseiller. Ils n'ont qu'à mettre ça là où ça va nous protéger pour que les enfants, ça ne les amène pas beaucoup de maladies. Les riverains lancent ce cri de cœur. On veut un peu d'aide pour que vous nous
donner des choses à poser que les gens mettent dedans, on amène ça dans la bourse pour que ça ne nous provoque pas de maladies, comme vous savez que maintenant on est dans les temps de la saison de pluie et puis bientôt aussi vous savez ce que ça va venir, donc ça provoque beaucoup de maladies, surtout les enfants qui ne le supportent pas comme les grands. Vraiment, on a besoin de ces genres de poubelles. Si la poubelle est là, vraiment. Parce que nous, on habite à côté, on habite dans la cour. Même si ce sont les enfants qui sont sortis, voir les gens ont versé par terre, on peut appeler quelqu'un pour dire à la personne que ce n'est pas bien. C'est que entre nous, on peut gérer ça, mais on a vraiment besoin de ça. Ainsi, les autorités en charge de l'assainissement de la ville de Niamey doivent prendre en compte tous ces problèmes soulevés par les habitants de ce quartier le plus tôt possible, car ces déchets constituent des menaces réelles sur la vie des riverains, surtout pendant cette période de saison de pluie. De Goudel, rendons-nous à présent à Sagia, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Suite à un reportage réalisé par la télévision Labari portant sur l'inondation enregistrée la semaine dernière à Sagia, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey était ce matin sur le lieu pour constater de visu les dégâts causés afin d'y apporter des solutions nécessaires. Une situation qui tente d'ailleurs de maîtriser la population environnante avec les moyens de bord. Reportage Adam Soumana et Sadoumi. Après les fortes précipitations enregistrées et les dégâts que celles-ci ont occasionnés dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment au 5e arrondissement communal, certaines victimes des inondations au niveau de Sagia ont décidé de conjuguer leurs efforts pour éviter le pire. Des citoyens exemplaires qui se sont fixés comme objectif l'évacuation des eaux menaçant leur environnement. aga kaga karnewo amaye ama kaga karnewo amaye ama kaga karnewo amaye fondo chino kala haro guru irche newo batamewo kulpat. Ce sont les canalisations censées évacuer les eaux qui ont été bouchées par du sable et du coup, ce côté du goudron s'est vu inondé. La mairie a tenté de résoudre le problème, mais en vain. Mairie bore ikoy sambu ngey bore kanga gote fancy ikande bore dunu ijinka kande newo ikande ifansi mulora kala almaro. Cependant, ce que d'aucuns croyaient être une fuite de responsabilité ou un abandon de la part des responsables de la municipalité s'est avéré autrement. La présence du président de la délégation spéciale sur les lieux en est la preuve. Occasion pour Mokhtar Mahmoudou d'affirmer que face à cette situation, ils ne sont jamais restés les bras croisés. On avait à l'avance identifié les zones critiques, les zones d'inondation, les zones à risque. Nous avons établi une cartographie de ces zones. Nous avons eu des réunions avec les chefs de quartier. Nous avons vulgarisé en tout cas ce plan sur le risque d'inondation. Nous attendons à ces difficultés parce que je tiens à préciser que le cadre de l'assainissement de la ville de Niamey est en train de se mettre en place. Niamey connaît un sérieux problème d'assainissement. La ville s'est étalée très vite, sans que cela ne soit accompagné d'un système d'assainissement. Et aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons sont liées à cela. Au président de la délégation spéciale de souligner que les principales causes des inondations sont diagnostiquées. Sont liées à l'occupation abusive des sols, et des terrains inondables. Nous sommes aujourd'hui dans le 5e arrondissement. Il y a des lieux qui sont inconstructibles. Malheureusement, qu'aujourd'hui, les populations ont construit. Nous sommes devant les faits accomplis. C'est pour cela que la ville de Niamey, avec tout ce que nous avons comme moyens matériels et humains, nous sommes sur le terrain pour apporter des solutions, donc pour pallier à ces difficultés, atténuer les risques et prévenir les populations pour que les dispositions soient prises. Ce plan, c'est un outil pour les populations, mais un outil aussi pour les techniciens de la ville, et voilà, qui puissent les aider à faire des choix, à prendre des décisions et à donner des autorisations. Et nous y veillons beaucoup à ce que cela soit respecté et que les permis de construire puissent être donnés sous forme à des endroits où il est autorisé de construire ou bien sous condition. Parce qu'il y a des endroits inondables où on peut avoir une typologie de construction. Nous ne pouvons pas permettre n'importe quelle construction dans n'importe quel lieu de la ville de Niamey.
Force est de constater que la volonté existe de part et d'autre pour juguler cette situation qui n'est pas la seule dans la ville de Niamey, mais un changement de mentalité s'impose à la population elle-même pour éviter certains désagréments pouvant être fatals. À bon entendeur, salut. Parlons politique à présent, et c'est avec l'affaire Lumana Africa qui, après le verdict rendu public la semaine dernière par le juge en charge du dossier, qui a confirmé Noma Umaru comme étant le président par intérim de ce parti, celui-ci était face à la presse hier dimanche pour appeler une fois de plus les militants à plus de cohésion dans l'intérieur du pays. Précision Ismaël Moumouni et Aboukar Souley. Ils sont nombreux. Les militants et sympathisants apprennent d'assaut le bureau politique de Lumana pour assister à ce point de presse. Une sortie médiatique qui fait suite au délibéré du jugement rendu le 5 août dernier par rapport au bras de fer qui oppose Noma Umaru au bureau politique. Il apparaît clairement que Noma Umaru reste et demeure le président par intérim du moderne Parlement. C'est dire que nous sommes en droit de reprendre les travaux du 3e congrès ordinaire du parti, suspendu, comme vous le savez, par la décision numéro 36-2020 du 21 février 2020 du juge des référés. Nous ordonnons de surseoir en attendant justement ce jugement au fond à la tenue des travaux convoqués pour le 23 février 2020 à Dosso. De grâce, que les gens cessent donc d'affabuler en soutenant que nous avons provoqué la déchéance du président du parti. L'instinct de survie politique commande à tout un chacun une telle réaction. Pour le renommement du parti, le président par intérim, Noma Umaru, invite les militants à resserrer les rangs pour une victoire au prochain scrutin. Nous avons plus que besoin de sérénité dans nos rangs pour que nos luttes intestines ne nous éloignent pas davantage de nos objectifs de conquête et de gestion du pouvoir d'État. Je sais que nous sommes capables d'un sursaut collectif afin de relever le défi. Sachez que toutes les militantes, tous les militants, toutes les sympathisantes, tous les sympathisants, les Nigériennes et les Nigériens épris de justice et de paix ont leur place à Lumana. Pour qu'ensemble, nous œuvrons pour le progrès de notre pays. En tant que principal parti de l'opposition, restons soudés pour qu'ensemble, nous rendons possible l'alternance démocratique que les Nigériens appellent de tous leurs vœux. Noma Umaru demande aux militants de mettre en avant l'intérêt général tout en respectant les textes du parti. Ce dernier va s'atteler à la tenue d'un congrès. Ismaël Mouni, merci. Puisque nous parlons des problèmes au sein du parti Lumana, parlons-en alors, car le virus a attaqué plusieurs grandes formations politiques au Niger. C'est l'exemple du MNSD, Nassara, CDS, Rahama, donc Modern FA, Lumana, MPR, Jamhouria, MPN, Kishin, Kassa, Amin, Amina, etc. Quelles sont les principales causes des troubles au sein des partis politiques au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Souley. La vie politique dans notre grand pays est vraiment trépidante. De la conférence nationale à aujourd'hui, plusieurs partis politiques ont été créés. Cependant, du fait des dissensions politiques, beaucoup de partis ont vu le jour à partir du MNSD Nassara. Entre-temps, chemin faisant, la maladie de la division n'a pas épargné la CDS Rahama et aujourd'hui, le virus est dans la formation politique Lumana Africa. Les citoyens qui sont regardants relativement à la scène politique se demandent quelle est la cause de l'immaturité politique qui pousse certains militants de partis politiques à adopter une démarche teintée d'hypocrisie, d'indignité et de faiblesse morale
au point de vouloir l'implosion de leur propre formation politique. Avec l'avènement de la 7e République, on a vu également cette question on parle souvent de concassage de partis politiques, mais on a vu que la situation s'est beaucoup accentuée et de manière très flagrante. On a vu ce qui est arrivé à CDS Rahama. À l'intérieur de CDS Rahama, il y a eu des dissidences jusqu'où on est parti à des juridictions, de procès en procès, jusqu'à ce que le président Ousmane a finalement cédé même le parti, a quitté le parti pour finalement créer sa propre formation. Aujourd'hui, on voit des discordes au sein du MNSD encore, parce que bientôt le 15 août, le MNSD va faire son congrès extraordinaire. Et il se trouve qu'il y a des problèmes au niveau du secrétariat général, où il y a au moins 3 personnes qui sont en train de se tirailler là-dessus, en dépit de la décision de la Cour d'appel qui a finalement tranché la question. Apparemment, ça tiraille encore. C'est valable également pour la formation politique, le Lumana, qui est aussi sorti du MNSD, parce que le Lumana a été aussi créé dans une situation où il y avait tout un problème au sein du MNSD, et aujourd'hui ce même Lumana est aujourd'hui actuellement en difficulté avec la dernière décision de la Cour d'appel qui dit que la seule personne légitime qui doit parler au nom de cette formation, c'est le président Oumarou Noma. Donc l'un dans l'autre, dans tous les cas, quand tu fais une analyse, je crois que de plus en plus, c'est même la culture politique qui est en train de disparaître. C'est pas que les gens ne comprennent pas les textes des partis, ce n'est pas que les gens n'ont pas cette culture politique, mais aujourd'hui, le gain facile, vraiment, comment les gens, tout ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est comment faire en sorte que je peux gagner des gains faciles. Cette situation qu'affichent des partis politiques au demeurant de grande envergure et qui sont minés par la pauvreté intellectuelle de certains de leurs animateurs mérite un grand intérêt. Une conjoncture qui pose le problème de savoir qui sont les militants qui doivent être dans l'instance dirigeante d'un parti, à même d'assurer la stabilité, la cohésion et la continuité de la structure. Une formation politique qui t'a tout donné. Il y a des gens que certaines formations politiques leur ont tout donné dans leur vie. Des postes de ministres, des postes de DG des sociétés, des postes de présidents des institutions. Et c'est ces gens qui reviennent encore à mener la formation politique, même en procès, pour aller perdre tout. Ou mettre tout sur la voie publique. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut que les formations politiques aussi mettent en avant le respect des textes et des règlements aussi qu'ils se sont eux-mêmes librement choisis. Souvent c'est aussi les humeurs, c'est les égos des gens qui parlent en lieu et place des textes. Je pense que si les textes sont respectés, les gens peuvent véritablement régler leurs problèmes. Et même si ce n'est pas ça, je pense que dans une formation, sur 10 personnes, si vous vous retrouvez à être seul, à être en minorité, je pense que même si tu as la raison, le bon sens voudrait que tu peux laisser cette raison et aller dans la majorité. Je pense que l'histoire retiendra et dira un jour que, en dépit du fait que tu es en possession de la vérité, on t'a mis en minorité, mais aujourd'hui, avec le temps, et on voit que la majorité, en dépit qu'elle soit la majorité, mais elle n'avait pas la vérité, mais on t'a mis en minorité. Je pense que c'est l'histoire qui va juger. Tant qu'on ne va pas revenir au respect des textes, au respect des principes et des valeurs. Vous savez qu'on peut fonctionner sans même des textes, hein? Sans même des textes. Si ce sont des gens doués de bon sens, ils se retrouvent entre eux, ils peuvent s'entendre. Quoi qu'on dise, les Nigériens d'aujourd'hui ont atteint une certaine maturité dans la compréhension du jeu politique. Les Nigériens deviennent de plus en plus exigeants par rapport aux offres politiques. Dès lors, les conséquences sont redoutables pour les partis politiques qui se laissent traumatiser par des querelles internes, au risque de voir leurs militants et sympathisants se désolidariser de leur formation politique au profit d'organisations plus stables et intellectuellement en bonne santé. Elle fait la une de l'actualité. L'attaque terroriste de Kouré hier dimanche où 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, ont été tués par des hommes armés. Une attaque qui a choqué plus d'un et qui vient ainsi relancer le débat sur la question sécuritaire au Niger. Nous, Mamadou Arzaka a réagi ce matin et vous l'avez compris, c'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception et bon début de semaine à tous. Mes condoléances les plus attristées et aux familles des victimes, qu'il s'agisse de nos compatriotes qui étaient en train de les guider
aussi bien que les étrangers qui sont venus chez nous et qui se sont retrouvés victimes de cette situation dramatique. La préoccupation que nous avons, c'est justement, on revient toujours sur cette question sécuritaire de façon générale qui ténaille notre pays. Et le problème que ça pose aujourd'hui, c'est la grande inquiétude, c'est que notre système fait confiance à un dispositif qui serait là pour nous orienter, nous informer, nous guider et qui devait nous amener à nous contenter que la sécurité est là, alors que c'est pratiquement à côté de la base et de ces bases militaires-là, qui sont là avec leurs moyens sophistiqués, leurs drones et autres, bon, qui n'ont pas été capables de voir ça. J'imagine que ces gens ne sont pas sortis spontanément pour les surprendre. Ils ont dû avoir une approche qui leur a permis d'atteindre leur objectif maléfique et dramatique. Et aujourd'hui, c'est arrivé, ça concerne même des citoyens d'un autre pays et d'un pays étranger et qui justement fait partie de ceux qui ont des forces chez nous et qui se trouvent aujourd'hui victimes à travers la perte des citoyens de ce pays-là. Tout le monde aujourd'hui est en train de s'interroger. Comment c'est arrivé? Dans quelles circonstances ils sont venus à organiser leur déplacement sans prendre les mesures sécuritaires? Parce qu'on a l'impression qu'ils étaient seuls, et les guides. Donc peut-être qu'ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils pensent qu'ils pouvaient se déplacer dans une zone à risque aussi. Et même parce qu'il n'y a aucune partie du territoire aujourd'hui qui est à risque zéro. Depuis Difa jusqu'à partout, si vous devez vous déplacer, les dispositions sécuritaires devaient être envisagées pour être dans la position de vous garantir la possibilité d'y aller et avec l'espoir d'être sécurisé. Mais maintenant, que les gens soient venus à partir dans les conditions que je ne connais pas encore, je ne connais vraiment pas les conditions et je souhaite ne pas avoir à avancer quoi que ce soit là-dessus parce que ce n'est pas mon travail. Il y a ceux qui sont des spécialistes dans le domaine et nous pensons que tout ce qui doit être dit ou fait sera fait par qui de droit et pour qu'on puisse être dans la position de connaître et comment c'est arrivé. Comment les gens ont eu l'initiative d'aller dans la zone à ce nombre-là et sans avoir pris les minimums de précautions sécuritaires, quelles sont les garanties qui leur ont été données et par qui pour qu'ils puissent être dans la position d'être en situation d'aller faire ça. Et puis ensuite maintenant, quand c'est arrivé, je vous ai dit à partir des images qu'on a vues, mais on voit bien que ils ont été atteints et pendant de longs moments, personne n'est venu à leur secours. Parce qu'on a vu à travers les images qu'on a vues, c'est ça. Donc ça veut dire que les gens n'étaient pas au courant. C'est quand même une bourse. C'est pas évident qu'il y a un dispositif qu'on a mis qui peut être à mesure dans la bourse comme ça, là, ça va même si c'est à côté de Niamey, il n'est pas évident que les gens soient... Nous, on n'a pas un système de radar qui surveille globalement le pays pour savoir comment les... Mais c'est eux qui ont le système, c'est eux qui ont le mécanisme, ceux qui sont venus pour dire qu'ils sont là pour nous aider. Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir? Justement, ça aussi, c'est des questions sur lesquelles nous devons tabler. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont arrivés chez nous et juste là, à la première semaine, on peut dire, de l'ouverture des frontières. Et maintenant, ça arrive. Donc ça peut encore déteindre négativement sur notre activité touristique, notre activité dans ce domaine, où les gens vont se mettre à s'inquiéter et puis à vouloir être dans la position de s'interroger. Donc voilà des questions qu'on se pose en considérant que c'est un signal qui doit nous amener encore à nous ressaisir en tant que pays, en tant que citoyens, et à travers nos forces de défense et de sécurité, que nous puissions être dans la position de renforcer la capacité en moyens de nos forces de défense et de sécurité pour assurer la véritable surveillance du territoire, assurer par nous-mêmes au lieu de continuer à compter sur des gens, parce qu'actuellement, là c'est quoi? Maintenant c'est arrivé, évidemment, on va considérer que c'est des étrangers qui sont atteints, mais ils sont atteints chez nous.
Et donc, s'il y a une analyse de défaillance, on va considérer que la défaillance, c'est nous. Parce que c'est à l'intérieur de notre territoire, on peut dire en plein cœur de notre territoire que c'est arrivé, et aux enclavures de notre capitale. Donc, ça montre qu'il y a des problèmes et en termes de surveillance et qu'est-ce qui est arrivé. Et ça renvoie une autre image et qui peut être une image mal interprétée par beaucoup de gens sur ce que nous sommes dans notre pays. Et c'est pour ça que nous estimons qu'il y a lieu à ce niveau et d'interpeller les uns et les autres pour que tous ensemble nous puissions repenser notre façon de lire la situation, de lire les événements et de considérer qu'on ne peut d'abord compter que sur nous-mêmes, sur notre capacité intrinsèque à faire quelque chose et tout ce qui va pouvoir se faire, que ça ne soit pas là, on ne soit pas là en train de compter sur le fait que d'autres, c'est eux qui vont le faire. Leurs moyens sophistiqués, en fait, ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour autre chose. Nous l'avons toujours dit. Ce sont des forces d'occupation qui ont un autre rôle, un autre agenda, une autre mission qui n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de nous faire comprendre, avec ce qu'on essaie de nous vendre, en nous montrant des informations qui ne sont pas vraies ou des positions qui ne sont pas vraies. Le résultat est là. Et ce n'est pas seulement là. Vous avez vu, il y a quelque temps, même dans les autres régions comment on appelle ça, du pays, notamment pratiquement vers dans la région de Tillabéri, vers Filengue. Donc les gens sont menacés jusque dans leur village. On vient, on vous menace. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement là-bas. C'est encore pire. Aujourd'hui, même les pays, les localités du sud, actuellement déjà dans le sud du pays, vers la frontière du Nigeria, là aussi nous subissons des menaces de ces bandits qui appellent des gens, qui les obligent à payer une sorte de rançon ou une sorte de dîme qui est mal fondée. Et si vous ne payez pas, on vient, on vous attaque à un certain moment. Parfois, on fait des enlèvements des personnes. Ils font ce qu'ils appellent le kidnapping et ils exigent des rançons à payer. Vous trouvez que c'est normal? Il n'y a pas longtemps, c'est arrivé à Ningimi. On a enlevé un jeune opérateur économique. Il a fallu payer près de 7 millions de francs CFA pour pouvoir le permettre de quitter, enfin de revenir chez lui. C'est valable ici même, ici dans le département de Dosso et dans la région de Douchi et dans le département de Tibiri, on a eu des cas d'enlèvement qui est arrivé où les gens ont enlevé des gens et c'est parti. Donc ça montre que les problèmes de l'insécurité, il est là. Maintenant, qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la situation là, on ne veut pas la prendre on ne peut pas prendre le taureau par les cornes et véritablement nous donner les approches stratégiques qui doivent nous permettre de faire face à la situation. Voilà des raisons de l'inquiétude que nous avons. Vous le savez très bien, déjà on a longuement épilogué, longuement parlé sur la situation qui est arrivée à Chenagoder, à Enates, qui est arrivée régulièrement dans la région de Difa et qui pose la problématique justement de l'insécurité et qui suscite la psychose sécuritaire au niveau des populations et on ne sent pas qu'il y a véritablement une réponse adaptée à la situation et concrètement chaque fois on est surpris, chaque fois on a des cas et c'est quand ça se produit qu'on découvre qu'en fait on a fait preuve de légèreté ou de négligence. Donc parce que évidemment les gens là à 8 ils se lèvent, ils vont dans une zone en considérant qu'ils pouvaient y aller et que rien ne va pouvoir se passer, et tout est sécurisé, tout est garanti, et puis paf, voilà. Ils sont surpris, neutralisés, détruits, et puis voilà. Et là, ça sème même la panique dans toute la zone. Il faut aller voir aujourd'hui les populations, comment elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes parce qu'elles ne comprennent pas ce qui est arrivé, parce qu'il faut bien cerner tout ça. Est-ce que les gens là qui sont partis les attaquer, ils ne sont qu'à là, ils étaient informés de leur plan de déplacement, ils ont cherché à les attaquer parce qu'on veut créer une autre situation et qui va pouvoir renvoyer les gens à d'autres interprétations.
et donc ça sera considéré comme de la manipulation, ou bien alors ils ne sont pas, ils ont été simplement surpris et que les gens là sont aux alentours, ils sont partout et ils sont capables de s'organiser lorsqu'ils voient des gens qu'ils veulent attaquer. Là, ça pose un autre problème. Ça veut dire qu'en ce moment, on sera devant une situation où encore il faut encore redoubler des stratégies, redoubler d'énergie, redoubler des moyens, redoubler d'efforts pour être à mesure de comment on appelle ça, et de préserver. Parce que vous savez, on est en train d'aller vers les élections très bientôt. S'il y a insécurité et qu'il y a des situations pareilles qui peuvent arriver, tout peut arriver, les gens sont capables tout peut arriver. Et parce que dès qu'il y a insécurité, on ne peut pas parler d'autre chose que de chercher d'abord à retrouver la paix avant de parler des élections, avant de parler d'autre chose. Donc c'est toutes ces situations-là qui doivent nous interpeller tous et qui doivent nous alerter et nous amener à une prise de conscience collective pour une approche, je peux dire, stratégique qui nous permet de faire face à la question.